Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intriguant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance d'Angélique. Angélique est maître de conférences au département de philosophie de l'Université de Nantes. Elle est spécialisée en philosophie britannique moderne, philosophie écossaise du sens commun et philosophie de la connaissance. J'ai rencontré Angélique pendant nos classes préparatoires littéraires à Rennes et nous nous sommes liés d'amitié. En Cagne, Angélique s'est spécialisée en philosophie quand je me spécialisais en anglais. Géographiquement, puis professionnellement, nos chemins se sont séparés, mais nous sommes toujours restés en lien, parfois en pointillés quand la vie est bien remplie, mais toujours avec la même joie de nous retrouver et de poursuivre nos discussions sur la vie. Le 20 novembre 2010, j'ai assisté avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté à la soutenance de thèse de mon ami sur le thème « Proposition du sens commun et connaissance de base, une solution redienne au problème du critère ». Donc, à première vue, un sujet qui n'est pas forcément évident à placer lors d'un dîner en ville. Mais j'ai toujours été impressionnée, touchée et inspirée par la capacité d'Angélique à transmettre et à démocratiser une pensée philosophique sans jamais renoncer ni à la rigueur ni à la complexité de cette pensée. Alors quand j'ai commencé à construire le projet du podcast Avez-vous choisi, j'ai tout de suite eu envie d'avoir une conversation avec Angélique pour savoir de quelle manière la philosophie et les philosophes pouvaient éclairer notre parcours d'exploration du vaste et intrigant territoire du choix, et comment ils pouvaient nous guider pour aborder le choix non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Au cours de notre conversation, Angélique et moi avons parlé du caractère inévitable de l'expérience qu'est le choix pour les humains que nous sommes, de ce qui constitue un choix authentique et réel, du fait que nos choix font de nous la personne que nous sommes, des conditions à réunir pour faire un choix authentique et personnel, du fait qu'un choix n'est pas fait une fois pour toutes, mais qu'il est à réaffirmer régulièrement pour s'inscrire dans le temps, de notre quête de réponse à la question « Que dois-je faire pour vivre bien ?» question traditionnelle du choix de l'existence à mener, de René Descartes et de Balade en forêt, ou encore de Henri Bergson et de conscience. Bonne écoute! Bonjour Angélique. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc dans Avez-vous choisi. Il me tenait vraiment à cœur de pouvoir échanger avec toi sur la question du choix et qu'on puisse l'aborder sous l'angle philosophique. On vit donc dans une société et à une époque où on n'a jamais été aussi libre de choisir notre vie. Mais finalement, devant cette surabondance de choix et de champs des possibles, on se retrouve régulièrement, et c'est un peu le lot de tout un chacun, à des moments de vie où on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et si on est sur la bonne voie ou pas. Donc dans les grands choix de vie qu'on est amené à faire, on cherche à faire le bon choix et on cherche à répondre à la question que dois-je faire pour bien vivre, sous-entendu pour être avoir une vie heureuse, joyeuse, être dans l'épanouissement et le bien-être. La question sur laquelle il me tenait à cœur d'échanger avec toi, c'est justement comment est-ce que la philosophie et puis les philosophes peuvent nous apporter quelques clés pour aller continuer d'explorer l'intrigant territoire du choix et nous donner quelques clés de lecture pour aborder cette question du choix dans notre vie. Donc, en quoi finalement l'expérience du choix
elle est une expérience propre à l'existence humaine? Eh bien, je dirais avant tout parce que c'est une expérience de la responsabilité. C'est une expérience au cours de laquelle on prend pleinement la mesure de tout le poids qui pèse sur nos épaules, puisque quand on est à notre naissance, on est pour une bonne part inachevé, on doit donc se construire, et la construction de notre vie, de notre existence, se fait au gré de nos choix. C'est d'ailleurs assez intriguant de constater que la manière dont nous expliquons comment nous choisissons est un peu en porte-à-faux avec la façon dont le choix se rapporte à notre existence. On dit toujours que nous faisons des choix, nous choisissons. Donc on se considère comme actif dans nos choix. Et alors que finalement, si on regarde bien les choses, ce sont peut-être davantage les choix qui nous font, qui nous construisent, qui nous forgent. Donc je dirais que si le choix est une expérience authentiquement humaine et pas peut-être, ce n'est peut-être pas une expérience que nous partageons avec l'ensemble du règne animal, c'est parce que on doit, pour une grande part, se construire ce que l'on est, parce que lorsque nous naissons, nous ne sommes qu'une simple esquisse, une simple ébauche, et notre parcours de vie doit émaner de nos choix. Mais du coup, qu'est-ce qui fait justement qu'un choix est réel et authentique et qu'on n'est pas dans un choix, contraint ou par défaut finalement? Alors évidemment, on peut toujours se poser la question de savoir si on fait de véritables choix dans lesquels on est pleinement engagé, dans lesquels notre personne tout entière s'investit. Comme tu disais tout à l'heure, effectivement, le choix, c'est l'expérience, paradoxalement, l'expérience obligée de l'homme contemporain. On doit tout le temps, perpétuellement choisir. Mais il me semble que finalement, on est la plupart du temps confronté plutôt à des simili de choix, des choix qui ne sont pas des choix réels, authentiques, dans la mesure où on nous propose très souvent un panel de possibilités. Prenons un exemple, un objet que nous connaissons tous beaucoup, le smartphone. Vous achetez un smartphone, vous devez choisir la sonnerie, le modèle de déverrouillage, etc. Mais vous voyez bien que c'est toujours au sein d'une certaine configuration, donc il y a déjà des pistes prédéfinies. Et il me semble que quand on a affaire à un choix, ce que j'appellerais un choix réel, authentique, c'est lorsque on s'investit de façon beaucoup plus puissante et sans égard à des chemins qui seraient déjà tracés. On n'a pas affaire à un questionnaire à choix multiples qui nous propose 3, 4, 5 options au sein desquelles on doit se déterminer. Mais dans un choix authentique, tout est à créer, tout est à inventer, tout est à définir. Alors c'est pour ça que c'est très angoissant, parce que il n'y a pas déjà de sillage dans lequel on pourrait se faufiler, mais il me semble que le choix authentique, c'est celui qui exige de notre part une véritable création et pas la simple prise en compte de quelques options au sein desquelles on devrait s'orienter et dont on devrait se contenter. D'accord. Et du coup, cette manière d'être créateur de ses choix, c'est justement là que souvent l'angoisse peut venir se nicher, parce que effectivement, cette angoisse de la page blanche, de se dire ok, tout est possible, mais justement où aller, surtout à notre époque où le champ des possibles c'est largement ouvert par rapport à ne serait-ce qu'il y a quelques décennies derrière nous. Donc comment gérer justement ce moment du choix qui, pour beaucoup, notamment quand on parle d'expérience de choix de vie, je dirais, donc des choix importants de vie, comment gérer cette angoisse et comment aller dédramatiser ce moment du choix? Alors, la question que tu poses, celle de savoir que dois-je faire de ma vie, comment conduire ma vie, que dois-je faire pour vivre bien, c'est une question éminemment classique, qu'on retrouve dès les prémices de la philosophie et qui traverse toute l'histoire de la philosophie.
Et alors on trouve quelques conseils parmi évidemment beaucoup de philosophes. Moi, il y a un conseil que j'apprécie particulièrement, c'est celui qui nous vient d'un certain René Descartes. Oui, un petit peu connu. Voilà, que certains connaissent certainement, et qui a écrit un texte, c'est le discours de la méthode, voilà, c'est dans la 3e partie. À un moment donné, il se pose la question de savoir, mais finalement, comment m'orienter dans la vie ? Il est dans une sorte de moment d'entre-deux. Il recherche un certain nombre de vérités certaines. Et là, il est dans une forme de flou, d'hésitation, d'incertitude. Et il se dit, en même temps, la vie ne souffre pas d'attente. Il faut bien agir, quand bien même j'ai encore beaucoup de questions en suspens. Et donc, que dois-je faire, justement, pour agir de la meilleure façon qui soit ? La question qui se pose, c'est non pas tant qu'est-ce que je dois choisir, que faut-il que je choisisse, mais comment faut-il que je choisisse. Et justement, il nous donne un conseil qui permettrait de répondre à ta question, de savoir mais comment je pourrais dédramatiser ce moment du choix. Déjà, tout simplement, en ne considérant pas le choix comme une expérience qui a lieu simplement à un instant T. Voilà, un moment du temps bien circonscrit, bien défini, et qu'il ne faudrait surtout pas louper, parce que ce moment étant unique, à nul autre pareil, si on laisse passer l'occasion, jamais plus elle ne se représentera, elle ne se renouvellera, et on sera passé à côté de cette occasion inouïe qui nous était donnée de faire le bon choix. Il faut qu'on essaye d'inscrire le choix davantage dans la durée, dans une forme de temporalité, et de comprendre qu'on ne se contente jamais finalement de choisir une fois et ensuite de choisir un autre moment, un autre type d'action, mais on pourrait concevoir le choix comme une succession de moments qui s'enchaînent tous le long d'une même série, le long d'un même fil. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de prendre un exemple qu'il donne. Oui, avec plaisir. Alors, finalement, il dit, mais on est comparable à un voyageur égaré au milieu d'une forêt. Alors, c'est vrai que la comparaison fonctionne assez bien. Tu disais tout à l'heure... Là, on est confronté à une multitude de choix, on est déboussolé, on est perdu. Parmi ce dédale de possibilités, où dois-je aller ? Voilà, imaginez-vous, vous êtes dans une forêt, vous n'avez pas votre smartphone, vous ne pouvez pas vous localiser, vous avez une multitude d'arbres autour de vous. Comment vous orienter ? Dans quelle direction aller ? Comment dois-je faire pour réussir à m'extraire de cette impasse ? Et alors là, il nous dit, écoutez, faites comme ces voyageurs, je le cite, qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changez point pour de faibles raisons. Même si ça a été peut-être au commencement finalement le hasard seul qui les a déterminés à choisir ce côté, cette direction. Car par ce moyen, dit-il, si ces voyageurs ne vont justement où ils désirent, au moins ils arriveront à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Alors essayons d'appliquer ça à notre situation aujourd'hui. Ce que Descartes veut nous dire, c'est que pour bien choisir, il ne dit pas quoi choisir, mais pour bien choisir et donc dédramatiser ce moment du choix, il faut commencer par se donner une direction, se donner un cap, et une fois le cap choisi, s'y tenir en réaffirmant régulièrement notre choix. Transposons ça dans le cas de la forêt. Vous êtes au milieu de la forêt, votre choix va consister dans un premier temps, par exemple, là, vous êtes près d'un arbre, vous visez plusieurs autres arbres qui sont dans le même prolongement, dans le même alignement. Ça vous donne une ligne d'horizon. Vous êtes, on va dire, près de ce premier arbre, l'arbre A, vous avancez vers l'arbre B, et avant de vous avancer vers l'arbre C, vous visez d'autres arbres supplémentaires qui sont dans le prolongement de l'arbre B, C, D, etc., etc. De cette façon, vous êtes sûr
eh bien, de ne pas revenir sur vos pas, de ne pas faire sur place. Imaginez si vous ne vous étiez pas donné ce cap, cette ligne d'alignement dès le début. Une fois arrivé à l'arbre B, d'une certaine façon, tout était à refaire. Oui, c'est ça. Le choix est à recommencer, quoi. Exactement. Il aurait fallu tout remettre sur le tapis. Et il y a fort à parier que si vous enchaînez les choix de façon séparée, atomique, déliée les uns des autres, bien à un moment donné, le voyageur dans la forêt, il va tournoyer. Et puis vous n'allez pas finalement avancer beaucoup dans vos projets de vie. Eh bien, essayons d'appliquer ça à notre situation personnelle. C'est-à-dire que considérons le choix non pas comme un moment déterminant, un point de départ unique, simple, qu'on ne réitère jamais, mais considérons le choix comme s'étalant, comme ayant une certaine épaisseur dans le temps, et comme devant toujours être réaffirmé, réitéré, dans lequel on se réengage à chaque instant, finalement. Et je pense que ça peut permettre d'alléger un peu. D'alléger, le moment du choix qui peut effectivement nous paraître très, très stressant, très angoissant. Et si on comprend que au fondement du choix, il n'y a pas une seule grande décision qu'on prend une fois pour toutes, irrévocable, sur laquelle on ne peut jamais revenir, mais en fait, il y a une succession de menus choix qui s'inscrivent dans le prolongement les uns des autres. Eh bien, je pense qu'on va avancer avec beaucoup plus de confiance vers l'avenir. Mais dans cette notion de cap, de direction que tu évoques à travers les mots de Descartes, est-ce que c'est pas aussi derrière être au clair avec ses valeurs ? C'est-à-dire, on peut avoir des choix qu'on va venir réitérer, mais pour garder ce cap, ça sous-entend qu'il faille être au clair sur ses valeurs, sur ce qui est important pour nous. Oui, effectivement. En tout cas, ça suppose une certaine fermeté de la volonté, et ça implique effectivement que le choix n'est pas ce qui va complètement créer le cheminement, mais ça suppose qu'il y ait quand même déjà au fondement, à la base, un certain fondement, un certain socle, mais qui se trouve dans notre passé, notre famille, notre cœur, notre affectif, quelque chose qui nous est propre. Et c'est évidemment ça qui va donner une impulsion, qui va faire qu'à un moment donné, on va faire le premier pas, et puis se donner un cap. Évidemment, pour se donner un cap, il faut que... on part toujours de quelque part, et jamais de nulle part. Donc, ça permet là encore, effectivement, de dédramatiser le choix, au sens où on se rend compte qu'on n'a jamais tout à choisir, et que ce n'est pas... contrairement à ce qu'on pourrait parfois avoir l'impression, c'est vrai, quand on a des choix à faire sur... je ne sais pas, une réorientation professionnelle ou une décision importante à faire à prendre au sein de sa famille, on a l'impression que c'est un bouleversement complet, alors que finalement ça s'inscrit dans une histoire. Bien sûr. Donc il y a toujours... c'est peut-être ça, c'est à ça que je lirais la question de la valeur que tu soulèves, c'est que finalement ça s'inscrit toujours dans une histoire personnelle, et contrairement à la crainte qu'on peut avoir, on n'est pas là toujours en train de zigzaguer, divaguer, mais on crée notre sillon. À partir d'un socle qui est un mélange de notre histoire, de la famille dont on émane, de la civilisation à laquelle on appartient, etc. Oui. Et ça, il faut le prendre plutôt comme un tremplin, et pas nécessairement comme quelque chose, en tout cas pas toujours comme quelque chose qui nous influence et donc qui nous déterminerait, qui nous conditionnerait. Bien sûr que non. Tu parlais de l'importance donc de faire ce choix réel et authentique. Quelles sont les conditions à réunir pour faire un choix authentique et personnel, où on s'inscrirait bien dans une création et non pas dans un choix en réaction à un environnement, à une manière d'être
au regard de ce que l'extérieur nous amène. Mais oui, c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On souhaiterait toujours que le choix soit l'expression la plus propre de ce que l'on est et non pas de ce qui nous entoure. Je pense que la réponse passe précisément par cette inscription dans une temporalité plus longue, ce dont je parlais déjà avec Descartes, mais on peut le voir sous un autre angle. Pour ne pas choisir simplement en réaction à des injonctions extérieures, à un modèle dominant. Je pense qu'il faut essayer de ne pas se focaliser simplement sur les données qui nous sont présentées là dans le moment présent, mais essayer quand c'est possible, de se déprendre de cette tyrannie de l'immédiat qui fait qu'on doit toujours répondre de façon assez efficace à des demandes pressantes, urgentes. Et je pense qu'il faut essayer de se reconnecter avec la dimension plurielle du temps qui n'est pas que le présent, mais qui implique aussi la prise en compte du passé et de l'avenir. Le présent, il est toujours à cheval, il enjambe toujours, c'est le prolongement du passé et c'est une ligne de fuite vers l'avenir. Je pense qu'on aura affaire à un choix qui sera d'autant plus une création de notre part lorsque on ne se sera pas contenté justement de réagir à une situation déterminée, bien circonscrite par les données du présent, mais lorsque on aura eu la possibilité de puiser aussi dans la besace de notre mémoire qui nous offre tant et tant de souvenirs qui peuvent nous donner des informations, et lorsqu'on aura aussi eu cette capacité de se projeter un tant soit peu sur l'avenir, d'anticiper et d'imaginer ce que pourraient être les conséquences de notre choix. Alors, ça me fait penser, la question que tu me poses, à une réflexion que mène notamment Henri Bergson, qui a beaucoup réfléchi sur cette notion de durée et justement ce lien entre cette temporalité qui n'est pas focalisée sur le moment du présent et donc le choix. Je vais prendre un exemple, quelque chose d'assez concret. Imaginez, vous êtes dans la rue et vous voyez un enfant qui s'apprête à traverser la route. Il y a une voiture qui arrive à vive allure. Là, vous voyez bien que votre conscience, finalement, va se contracter littéralement sur les informations qui sont là, qui sont présentes. Immédiatement. Et qui vous sont immédiatement utiles pour faire l'action appropriée. Donc vous allez courir de suite pour aller chercher l'enfant ou le crier, le héler pour qu'il s'éloigne. Là, on est dans la réaction. Mais là, on est dans une réaction. On est focalisé sur le présent et vous oubliez toute divagation, toute rêverie qui vous emmenait vers le passé, vers l'avenir. Et il semble que quand on est dans ce type de situation, la proportion de choix qui s'offre à nous, on voit bien, est très réduite. Par contre, vous voyez, quand on n'est pas dans une simple réaction à une situation bien déterminée, c'est dans ces moments-là que notre conscience se dilate, prend de l'ampleur et qu'on a la capacité de se déprendre de toutes ces sollicitations présentes. Ces stimuli constants environnants. Exactement. Et donc de puiser dans nos souvenirs, d'imaginer également, de faire des anticipations, des projections sur l'avenir. Et je pense que ce sont dans ces situations-là qu'on est davantage amené à faire des choix qui nous sont propres et qui émanent véritablement de notre d'un noyau personnel. Et où là, on devient bien créateur de notre choix et non pas juste en réaction. Donc dans la création et pas dans la réaction. On serait vraiment acteur de ce que l'on fait. Donc quelque part, ce que tu dis là, c'est faire du choix, en tout cas appréhender le choix comme un cadeau et non pas comme un fardeau. Oui. C'est le fait de créer sa propre temporalité et d'avoir conscience qu'on peut
ne pas être esclave du temps et de se réapproprier sa propre temporalité, c'est un moyen justement de refaire du choix un ami quelque part. Exactement, voilà. Il faut se glisser dans une temporalité autre, je dirais, que la temporalité ordinaire pour pouvoir se réconcilier avec le choix. Et cette temporalité haute, c'est une temporalité qui est subjective, qui est intérieure, qui est propre à chacun. Et ce n'est pas la temporalité unique, objective, quantifiée. Ce n'est pas le temps des horloges, le temps des calendriers. Mais c'est un temps qui est propre à chacun. Donc ça veut dire que les conditions favorables à faire un choix authentique et personnel, ça passe également par une vigilance aussi de chacun envers soi-même, de s'extraire justement de cette temporalité et de veiller à régulièrement revenir à soi et à son propre tempo, à sa propre cadence. Exactement. Donc on revient quelque part au connais-toi toi-même. Enfin voilà, il y a une sorte de retour à soi, en tout cas, qui nécessite une vigilance, surtout dans nos vies trépidantes et où on est très stimulé et on est beaucoup en réaction à notre environnement. Ouais. C'est très facile finalement de s'éloigner de plus en plus de notre capacité de créateur finalement. Tout à fait. On est dans une société, je dirais, de l'extériorité, dans le sens où notre attention est toujours tournée vers l'extérieur, par des lumières, par des images, par des sons, qui nous interpellent et qui capturent notre attention. Et on voit bien qu'il est de plus en plus difficile, d'une certaine façon, de se pelotonner sur soi-même, de revenir vers son intériorité et d'être attentif à nos besoins, nos demandes et effectivement des désirs et des souhaits qui n'obéissent pas à la même logique que celle de l'extérieur. Un grand merci à toi, Angélique. Merci beaucoup, Oriane. C'était un plaisir. Un grand merci à Angélique pour sa confiance, son engagement dans ce projet et le temps qu'elle m'a consacré. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Peut-être une balade en forêt ? Si vous voulez en savoir plus sur Angélique et ses sujets philosophiques de prédilection, ses publications et son actualité, rendez-vous sur www.cafi.univ-nantes.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast de prédilection. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout